On y va. De quoi va-t-on parler aujourd'hui? Vous connaissez le principe de l'émission. Nous diffusons 3 vidéos. À l'issue des vidéos, attention, concentration. Si nous sommes d'accord avec la question qui est posée, ça s'allume en... Oui. Et si nous ne sommes pas d'accord, ça s'allume en... Soit vous avez mangé du cheval, soit Cyril vous a fait un compliment. Mais alors vous êtes boosté. Ah bah vous avez un truc aujourd'hui. Mais Eric, t'es d'accord? Oui, oui. Ah bon, je sais pas, c'est Mireille Mathieu. Ouais, c'est Non, Mireille. vous étiez déjà comme ça en loge. Ah bon, c'est vrai. Ouais, Cyril a dû écoutez... vous dire un truc gentil hier. Eh bien, écoutez, je l'embrasse. Voilà, Cyril. On l'embrasse, Cyril. On l'embrasse, Cyril. Allez, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? D'abord, les Français qui font de moins en moins l'amour. Sommes-nous moins heureux qu'avant? C'est le premier thème de l'émission. C'est une étude de l'INSERM qui a été publiée cette semaine qui nous dévoile ces chiffres. Le maire de Compiègne qui veut lutter contre les rodéos urbains avec des drones et des armes de paintball. Êtes-vous d'accord avec lui? Est-ce que c'est une bonne proposition? Vous avez vu, j'ai rien dit. Non, mais je n'ai rien dit. Ouais, mais il y a le langage corporel. Quand vous êtes d'accord, vous avez tendance à agiter les épaules. D'être impartial. Et vous soulevez le pied, ce qu'on ne peut pas voir à la télévision. Oui, alors, une restauratrice qui menace de diffuser la photo de ses clients qui sont partis sans payer. Est-ce que vous êtes choqués par cette démarche? Ce sera le 3e sujet de l'émission. Oui, j'ai du mal à rester en place, mais ça, c'est ma nature profonde. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On ne se refait pas. Quand vous votez bleu, vous soulevez le pied. Ah, c'est ça. C'est ça. Et vous ne pouvez pas le voir, vous chez vous. Allez, on commence avec cette étude de l'INSERM, l'Institut Ah, on ne national... ferait pas une 3e fois Mireille Mathieu, là? Ah, si vous êtes sympa... Non, je le ferai chez moi. Voilà, chez vous, je vous promets. D'accord, vous chez moi. passer en boucle. Non, chez moi. Je sais que vous allez nager. Je regarderai après encore 5 l'émission. fois. Voilà, vous pourrez... Non, mais il va le faire. Hein. Je sais qu'il va le Je faire. regarde encore 5 fois. Oui, je sais qu'il va le faire. C'est pour ça qu'on adore Yann, bien sûr. Il ne mange jamais. L'INSERM qui a publié une étude qui parle de la sexualité des Français. Le premier rapport, le nombre de partenaires, on apprend plein de choses, vraiment dans cette étude. On se rend compte aussi que les Français font de moins en moins l'amour. Regardez cette vidéo, on en parle juste après. Et on va s'interroger, est-ce que nous sommes heureux? Les Français font peut-être moins l'amour qu'avant, mais ils sont satisfaits de leur vie sexuelle. L'Institut national de la santé et de la recherche médicale, qui est à l'origine de cette étude, évoque des changements majeurs, Laura Laplot. Cette étude montre que les Français ont une sexualité moins régulière qu'il y a 30 ans, avec une moyenne de 6 rapports par mois. Et même s'ils font moins l'amour, les sondés sont davantage satisfaits de leur vie sexuelle et ont plus de partenaires. 8 en moyenne aujourd'hui pour les femmes, contre 3 partenaires en 1992. Les hommes, eux, avaient en moyenne 11 relations au cours de leur vie. Aujourd'hui, ce chiffre monte à 16 partenaires. 8 en moyenne, quoi, sur une vie, sur un mois. Non, enfin bon, alors, les Français qui font de moins en moins souvent l'amour. Sommes-nous moins heureux qu'avant? Attention. Non, mais j'ai rien dit, je ne bouge pas, Eric, je ne bouge pas. Nous avons voté. On a tous répondu oui. Alors, cher Eric. Nous sommes un pays fatigué. Nous sommes une civilisation fatiguée. Il y a un moindre élan vital et donc il y a moins d'énergie sexuelle. L'âge du premier rapport sexuel recule. On a sa première expérience de plus en plus tard. Et d'ailleurs, je crois que tout en découle. Il y a plus de partenaires parce qu'on essaie de compenser par la quantité, on essaie de renouveler l'excitation parce qu'au fond, ça intéresse moins qu'avant. Les pratiques sexuelles se diversifient pour la même raison. Comme on n'est pas tout à fait satisfait, qu'on ne ressent pas le même élan qu'auparavant, on essaie de compenser par la qualité et par l'expérience. Mais tout, en fait, c'est cohérent avec le reste. Les gens veulent de moins en moins travailler, les gens veulent de moins en moins faire l'amour. Nous sommes dans une période civilisationnelle de déclin, de baisse de l'élan vital dans tous les domaines. Donc je trouve ça... Tristesse. Mais je trouve ça, oui, c'est un peu triste, mais il y a des cycles. Ça pourra peut-être revenir, mais là, je pense que c'est une tendance qui va s'aggraver au fil du temps et qui, en plus, est aggravée par un autre fait, c'est qu'il y a de plus en plus de sexe virtuel. C'est-à-dire que les gens, maintenant, se contentent de relations virtuelles, poussent d'ailleurs l'expérience assez loin, de véritables relations amoureuses ou pseudo-crypto-sexuelles via Internet. Donc je pense que c'est une tendance qui est faite pour durer. Ouais, virtuel, Alors moi, pas de rapport. Alors, Chériane, comment moi, pensez-vous? la sexualité des autres me dégoûte. Hein. J'aime bien que la mienne. J'adore cette réponse. Non, mais j'aime que la mienne. Celle des autres me dégoûte. Celle-là, je n'avais pas vu venir. Non, mais c'est vrai. Oui, je comprends. Mais vous avez... Il suffit d'avoir été une seule fois dans sa vie en boîte échangiste ou de regarder une seule fois dans sa vie un film pornographique pour savoir que la sexualité des autres, par définition, est dégoûtante. Donc,
Ça, c'était juste un préambule. C'est les préliminaires. Ce que vous voyez, en fait, c'est que nous vivons dans une société onanistique. Oui. C'est-à-dire une société masturbatoire. C'est-à-dire une société où l'autre n'existe pas. Comme l'a très bien dit Eric, qui m'a coupé un peu l'herbe sous le pied. C'est aujourd'hui très difficile d'aller vers. Tout nous indique qu'il faut rester sur soi, dans sa chambre, à faire autre chose que d'arpenter les murs, les rues de la réalité. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Vous aurez remarqué par exemple qu'avant dans les boîtes de nuit, on allait rencontrer, on se frottait l'un contre l'autre, on dansait ensemble. Aujourd'hui, chacun pourrait aller en boîte de nuit avec des écouteurs dans lesquels il écouterait une musique différente du voisin. Vous savez que ça existe ? Et ben voilà, ça m'étonne absolument. Ça m'étonne pas. Et alors, vous voyez, vous allez dans mon sens. Oui. Donc en fait, les gens font des choses en même temps que les autres, mais pas avec les autres. Et j'en arrive à ce point précis sur la sexualité, que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les gens ne font pas l'amour avec quelqu'un, mais qu'ils se servent de quelqu'un pour faire l'amour avec eux-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire ? On fait l'amour en même temps que son partenaire, en l'utilisant comme il utilise aussi notre corps. On se prête chacun son corps pour avoir une expérience égoïste. Et en fait, l'autre est un moyen et non plus une fin. Et on va chercher à obtenir du plaisir en se frottant contre un corps étranger à qui on prête notre corps nous-mêmes, qui s'appelle l'autre. Et donc, par un espèce de feedback, on utilise l'autre pour être un peu plus égoïste qu'on ne l'était quand on était tout seul. J'adore votre analyse. J'y avais pas pensé, mais Yann a soulevé un point très important. Ouais. Si vous passez votre journée sur votre téléphone portable, c'est-à-dire en tête-à-tête avec vous-même, dans les statistiques sexuelles, je ne sais pas si on l'a, mais par exemple, non, c'est pas celle-là que je voudrais. Par exemple, la masturbation est une pratique en hausse. Pourquoi ? Parce que c'est la même chose, c'est un tête-à-tête avec vous-même, le même que sur le téléphone portable. Donc la sexualité n'est pas quelque chose qui est séparé du reste de la vie ou du reste de la civilisation. Ce qui se passe dans le domaine de la sexualité reflète ce qui se passe en général dans nos vies, dans notre civilisation. Alors par une ironie du sort que les prêtres du XIXe siècle auraient adoré, c'est que en même temps que la masturbation est en hausse, le nombre de sourds aussi, mais c'est à cause des casques justement. Non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai. La seule chose qui a changé, la seule chose qui est inexistante, c'est le lien de cause. Ce micro-trottoir. J'ai des amis autour de moi qui effectivement font beaucoup de rencontres et oui, multiplient ou non les expériences sexuelles. Moi je suis plutôt vieille France, bon nous on est fidèles avec mon époux, c'est vrai que c'est une longue histoire. Moi c'est pas ma vision des choses, c'est pas les coups d'un... Piquons ensemble. C'est assez intéressant ces chiffres. En 1992, toujours d'après cette étude de l'INSERM, 92, c'était il y a pas si longtemps que ça, on avait 86% des femmes entre 18 et 69 ans qui avaient eu des rapports sexuels au cours de l'année écoulée, contre 77% l'année dernière. Donc il y a une chute de plus de 10 points. Enfin, sinon, il y a une chute de 10 points. Et chez les hommes, on passe pareil, de 92% chez les hommes à 81%, chute de 10 points là aussi. Il faut quand même aborder un point extrêmement délicat, c'est que maintenant, il est devenu de plus en plus difficile pour un homme de savoir comment aborder une femme. Oui, parce que c'est vrai. On se dit, est-ce que j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas, fait quelque chose qu'il ne fallait pas ? Il y a une méfiance qui s'installe et dans le doute, eh bien, on s'abstient maintenant. Donc, je crois que ça joue beaucoup puisque on sait. Les rencontres. Il a raison, Eric aussi. C'est compliqué. C'est compliqué de rencontrer du monde. Certes, mais alors c'est dangereux. Ça devient parfois dangereux. Du coup, mais ça pourrait aussi expliquer qu'on fasse plus l'amour avec la même personne tout le temps, si on a peur de rencontrer une nouvelle. Oui. Ça peut expliquer l'inverse aussi. Oui, c'est vrai. Effectivement, c'est pas lié. Tiens, regardez. Je voudrais qu'on écoute, à ce sujet, avec le fait d'avoir un partenaire ou d'être marié depuis des années et des années. Écoutez ce que dit Claude Lelouch. Ah oui, j'étais là. Ah oui, vous étiez là. Ben oui. Les femmes mariées devraient remercier les maîtresses, parce qu'il y a des retours impressionnants. Je veux dire que très souvent, quand on va ailleurs, on est content de rentrer à la maison. La beauté a des vertus absolument incroyables, et c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher, nos yeux ne peuvent pas s'empêcher de se promener, de se balader et de voir des choses. Voilà, et donc il faut vivre avec tout ça. Oui, donc c'est que les yeux qui se baladent, ça va, oui. Alors c'est assez drôle, Éric Nolot, vous étiez sur le plateau lorsque Claude Lelouch a dit ça. Mais c'est très amusant ce qu'il dit, parce que c'est pas de l'infidélité en fait. Il dit bon, les yeux se baladent, mais finalement on est mieux à la maison. Ah non, il dit autre chose avant. Non, mais il a dit, d'accord, mais quand on est dehors, on est content de rentrer. Oui, il dit non, mais c'est bien, les maîtresses servent à ce que les hommes soient contents de rentrer chez leurs femmes. Bon, donc on a vu sur le plateau qu'il y avait quand même une fracture générationnelle. Mais moi, ce qui m'a fait rire, c'est que qu'est-ce qu'on a à opposer à ça ? Il vous parle d'un ressenti, il vous parle d'une expérience personnelle, et vous avez d'autres personnes sur le plateau qui disent « Ah non, ça c'est pas bien ». Mais comment vous voulez convaincre quelqu'un qui ressent cela ? Je veux dire, on peut être choqué, mais comment vous voulez le convaincre que ce qu'il dit est faux ?
C'est exactement comme ça qu'a vécu Lelouch toute sa vie. Moi, je n'ai pas de jugement moral à porter sur lui. Après, je vois que parmi les plus jeunes, ça a provoqué des réactions indignées. Voilà. Moi, j'ai hâte d'avoir 90 ans pour dire tout ce que je pense comme lui. C'est ça. Mais c'est ça. Oui, parce que c'est ça aussi. Non, mais il bénéficie de l'immunité de son âge. Oui, bien sûr, évidemment. Regardez peut-être les chiffres qui étaient affichés à l'écran sur la fréquence. Et ça, en 2023, les femmes avaient quasiment 8 partenaires, là, en moyenne, au cours de leur vie. Parce que tout à l'heure, dans le reportage qu'on a vu, c'était ça. J'étais 8 partenaires, quoi, par jour, par mois, par semaine, par vie. Oui, ça change un peu les choses, en effet. Oui, ça change un petit peu les choses. Il faut être précis quand on donne des informations. Et chez les hommes, là, on en est au double. 16 à 16. Il faut se méfier de toutes les statistiques concernant le sexe. C'est comme l'argent, c'est toujours des amis qui, etc. Sur ce genre de statistiques, sur de témoignages et de sondages, les gens ne disent pas la vérité. C'est vrai. Jamais. C'est-à-dire, soit ils veulent se mettre en avant, soit ils veulent se mettre en arrière. D'accord. C'est très difficile. Comme la première femme qui parlait, qui dit oui, j'ai des amis qui, etc. Oui. Alors, comme vous avez remarqué que dans les témoignages, c'est toujours les amis qui baisent à couilles rabattues. Oui. Et c'est toujours quand on dit je, par contre, où on est fidèle au même homme depuis 45 ans. Hein. Oui, c'est ça. Non, mais c'est autodéclaratif. Oui, c'est pas des études. C'est vrai. Donc, voilà. Bon. Bon, non, ce qui m'étonne en plus, ce sont les jeunes. Moi, ce qui m'étonne le plus, c'est les jeunes, les générations peut-être un peu plus supérieures, on va dire, les générations supérieures, très bien, mais les jeunes, en fait. C'est assez paradoxal parce que vous me dites, oui, les enfants, maintenant, ils regardent du porno à 7 ans sur les téléphones portables, et ils ont leur premier rapport à 18 ans, quoi. Parce que le porno, c'est tout à fait logique, le porno et le sexe n'ont aucun rapport. C'est comme... aucun. C'est comme une baston à la récré et un film de Bruce Lee, ça n'a rien à voir. Oui. Non mais oui, je trouve toujours la bonne image, Yann. Oui, mais c'est vrai. Non mais c'est vrai, ça n'a strictement rien à voir. C'est justement parce que ça n'a rien à voir qu'il y a une panique. Comme les enfants je parle comme un enfant, se croient obligés. Cela je l'avais pas fait depuis avril 78. Hein. Comme les enfants se croient obligés de répliquer ce qu'ils ont vu dans des vidéos. Ils sont tétanisés devant les faits parce qu'ils pensent que le sexe, c'est précisément ça. Or, si le sexe, c'est ce qu'on leur montre dans les pornos, c'est vrai que le cahier des charges est quand même très pointu et très fourni, très garni. Mais vous voyez bien autour de nous qu'il y a une perte d'énergie vitale. La perte d'énergie vitale. Et oui, voilà, et le sexe, c'est quelque chose de vital. Oui, absolument. Il y a une aphasie. Il faut retrouver l'énergie vitale. Et il y a cet individu roi qui n'est amoureux que de lui-même. Donc on est dans la société onanistique. Ça est cohérent, hein. Vraiment, c'est cohérent. Écoutez ce que disait la sexologue Thérèse Argot, qui vient souvent sur le très plateau. bonne amie. Une amie à moi. Oui, c'est une de vos amies, Thérèse, elle est fantastique. Oui, écoutez, regardez ce qu'elle dit justement à propos de la sexualité. On parle quand on dit un rapport sexuel en ligne. Ça veut dire simplement qu'on va parler de sexualité, on va essayer d'atteindre une forme de jouissance, mais en utilisant son portable pour communiquer ou en regardant avec tout ce qu'on appelle les webcams, etc. Les FaceTime, vous connaissez toutes ces façons aussi de rester en contact. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ces dimensions vraiment plus virtuelles plutôt que de le vivre et de le sentir. La sexualité, au départ, c'était justement cette rencontre un peu unique des corps avec tout ce que ça comporte, ce côté très incarné, et on voit qu'on sort vers quelque chose qui l'est moins. Voilà. Regardez, un tiers des femmes et presque la moitié des hommes disent qu'ils ont eu au moins une expérience sexuelle en ligne. Donc, les expériences sexuelles que vous avez en ligne, vous ne les avez pas dans la vraie vie. Il y a un phénomène de vase communicant. Dans un autre domaine, dans le métro, vous voyez des gens uniquement sur leur portable, eh bien, les statistiques de vente des livres s'effondrent parce que les gens ne peuvent pas faire, ne peuvent pas être à la fois dans le virtuel et dans le réel. Oui, le virtuel. C'est le virtuel. On vit dans un monde virtuel. Vous avez raison, un monde virtuel. Non, mais c'est incroyable quand même. Je ne sais pas ce qu'il faut en penser. Moi, je n'ai pas beaucoup d'avis. Je trouve que c'est triste. Mais un peu inquiétant. On ne peut pas avoir d'avis particulier là-dessus. Moi, je pense que le sexe virtuel, en réalité augmentée, c'est l'avenir de la sexualité de l'homme. C'est triste, mais c'est évident que ça va exploser. Mais c'est d'une tristesse absolue. C'est fini les poupées gonflables. Hein. On se mettra un casque et les sensations qu'on aura seront extraordinaires parce qu'on pourra commander exactement la sensation qu'on veut avec l'avatar qu'on choisit. Sans faire de mal à personne. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, on ruinera l'expression 2 fois, même avoir une aventure. En fait. Il n'y aura pas d'aventure, tout sera programmé. C'est-à-dire qu'il n'y aura aucun accident, inattendu, surprise, plus d'aventure. Ça veut dire que vous décorrélez la sexualité de l'amour. Ah mais, comme la plupart des gens qui témoignent. Non, mais c'est justement ce que je voulais dire tout à l'heure. Dans les témoignages là, qu'on a vus en vidéo, les gens parlaient de 2 choses différentes. Il y en a qui parlaient du sexe et l'autre qui parlait de l'amour. Chez certains, les deux étaient confondus. Chez cette dame qui, depuis 45 ans, etc.
mais ce n'est pas forcément corrélé. Il y a ceux chez qui c'est corrélé, et ceux, j'avais vraiment du mal. Et ceux chez qui ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Non, mais je suis d'accord avec vous. Mais là, on parle de sexualité, mais on ne le lie pas avec l'amour. Mais c'est pour ça que l'expression de faire l'amour est trompeuse. Oui. On fait un truc, mais souvent on fait tout sauf l'amour, justement. On fait tout le reste, mais pas ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Faire l'amour. Vous savez ce que disait Lacan? Vous avez raison sur le wording. Jacques Lacan disait l'amour, c'est donner quelque chose que l'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. J'adore. Bon, écoutez, C'est pas mal. c'est pas mal. Et quand j'étais au lycée, Oui. on nous avait distribué un questionnaire sur la sexualité. Et une des questions, c'était « Peut-on faire l'amour sans être amoureux ?» Et j'avais une amie qui avait répondu « On peut toujours essayer. C'est pas vrai. Voilà. Et elle avait eu combien? Non, c'était pas noté quand même. C'était pas noté, non, mais parce que parfois vous avez des notes pas des étonnantes profs de en sexe philo. quand même, non. Non. C'est pas mal. Bon, écoute, regardez, on va parler de... Ah oui, autre sujet. Le maire de Compiègne qui veut lutter contre les rodéos urbains avec des drones et des armes de paintball. Ouais. Ouais, il dit, ah ben voilà. Et après, vous m'accusez d'être impartial. Regardez, il y a des gens oui. Ah non, mais non. Non, mais Yann, c'est clair. Bah oui. Vous êtes censé être neutre. Ouais, moi je suis censé être neutre. Yann est censé être engagé. Voilà. Je suis très engagé sur les rodéos urbains parce que j'ai le fils d'une amie qui est mort à 7 ans à cause d'un rodéo urbain. Ah, alors ça c'est une histoire épouvantable. Oui, non, mais vous voyez pourquoi? On va en parler après, j'ai d'accord. aucun humour sur ce sujet. On va parler des rodéos urbains, effectivement, de cette proposition du maire de Compiègne pour en venir à bout. C'est tout de suite sur C8. Merci d'être avec nous sur C8. Bienvenue si vous nous rejoignez. On est très heureux de vous retrouver. C'est vendredi. Je suis toujours avec Yann Moix, avec Éric Nolot, avec le public qui est venu. Bravo le public. Merci d'être là. Le public, c'est important. Et Mireille Mathieu. Et Mireille Mathieu, ça c'était pour le début de l'émission. Oh la vache. Ah ouais. Mais je suis bouleversé. Ouais. C'est fou, hein, toujours quand même. dans cette émotion. Ouais. Non, mais oui, parce Elle est exceptionnelle. Je disais à Eric tout à l'heure pendant la pause que c'est quelqu'un qu'on regardait à la télévision, on avait 2 ans et demi. Qu'elle prononce nos prénoms là, ça fait très bizarre. Quoi. Oui. C'est comme quand il avait rencontré David Soul, Hutch de Starsky Hutch. Mais très bien. On n'est pas couché, il l'a rencontré. Oui. Ah oui, vous n'y étiez pas. J'avais intrigué pour qu'il soit assis à côté de moi. Ah ouais. Donc pendant que l'émission se faisait, je discutais avec David Soul, qui a été, comme beaucoup d'entre nous, toute notre adolescence. Starsky Hutch était mythique. Cela dit, j'ai rencontré Tony Curtis d'Amicalement Vôtre à Las Vegas. Moi, je l'ai croisé seulement. Pas mal. Bon, ça va vous en votre vie, là, vous avez des petits possibles, là. Non mais, Pascal, vous n'allez pas me croire. Continue. Non mais, parce que, sur la tête de ma grand-mère, j'étais avec un ami, je prononce le mot Tony Curtis, on parlait d'Amicalement Vôtre complètement par hasard, il me dit retourne-toi. Il y avait Tony Curtis derrière. Ah bah si, je vous crois. Une chance sur un milliard de milliards. Non, vous avez... Si, je vous crois. Vous avez une meilleure anecdote, Pascal, au lieu de se moquer de nous? Pas du tout. Alors, je suis allé le voir. Je suis impressionné par votre carnet d'adresse. Il était très sympa, on a discuté. Il était avec sa femme qui faisait 2 mètres de plus que lui. Extraordinaire. C'était un grand acteur, hein, Tony Curtis. Bien sûr. C'est très amusant, ça. C'est pas mal. Dites-moi, vous avez signé la pétition pour C8? Bien sûr, ça fait longtemps. Bah oui, mais je suis obligée de le répéter. Parce que ça monte, la pétition. Si vous voulez soutenir la chaîne C8, c'est important, vous le savez. Il y a 400 salariés qui travaillent pour cette chaîne et qui sont absolument formidables. Il y a des émissions que vous adorez, puisque C8 est le leader de la TNT. Donc si vous voulez signer cette pétition, on compte sur vous. Sinon, C8 va disparaître. Et ça ne fait pas de blague du tout. J'ai même des amis qui détestent notre émission, qui détestent C8, qui détestent la chaîne. Qui détestent notre émission, et ils ont signé. Parce que au nom de la liberté d'expression... bravo. Ça, c'est très fort. Ça, c'est très fort. Attention, ils détestent l'émission, mais est-ce qu'ils la regardent quand même? Ils ont essayé, mais en fait, ils n'aiment pas la chaîne, ils n'aiment pas l'esprit, ils n'aiment pas Cyril. Je ne sais pas comment ils font, parce que franchement, ne pas aimer Cyril, il faut vraiment être pervers. Mais non, mais c'est vrai. Ça veut dire qu'ils sont dans une forme d'élitisme désagréable et un peu hautain. Bon, c'est des amis de longue date. Ils se pincent le nez quand je leur demande de regarder une émission sur C8, mais ils ont signé tous la pétition. Ça va. Pour pas que la chaîne disparaisse. Ce serait une première dans le monde occidental. Ce serait une première dans le monde occidental qu'une décision administrative ferme une chaîne, d'autant plus le leader de la TNT. Allez, on va passer au maire de Compiègne qui veut lutter contre les rodéos urbains avec des drones et des armes de paintball. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est un fléau. C'est vrai, c'est un fléau, les rodéos urbains. Vous nous avez raconté une histoire absolument épouvantable. Il y en a plein comme ça d'histoires, hélas. Je sais. Malheureusement. Ce sont des gamins qui ne maîtrisent pas des engins et qui mettent en danger tout le monde, y compris eux-mêmes. Eh bien, ce maire
il n'en peut plus, il envisage d'utiliser effectivement des méthodes, on va en parler, de drones et de paintball, et sollicite l'autorisation du ministère de l'Intérieur pour le faire. Évidemment, pour l'instant, c'est tout à fait interdit. On va regarder cette vidéo et on va en discuter juste après. Nous avons voté. Nous nous sommes concertés, le maire de Compiègne qui veut lutter contre les rodéos urbains avec des armes de type paintball et des drones. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Attention. Je suis la seule qui a dit non. Vous avez dit non. Mais non, mais vous savez pourquoi? Les drones, d'accord, très bien, ça ne nous pose aucun problème. Le paintball, ça va mal finir. Voilà, je trouve que c'est dangereux, d'autant plus que, très bien, ils vous ciblent, vous avez un casque, vous avez un blouson, ils vous ciblent. Vous enlevez le blouson, hein, et puis ciao, et la ils moto. ne retrouveront jamais. Et la moto? Ah ben la moto, j'en sais rien. Vous pouvez... la moto, elle sera marquée aussi. Oui, elle sera marquée. Si elle est à votre nom, ils vous retrouvent. Sinon, vous dites que vous n'avez jamais conduit le véhicule. Bon. On fait rien alors. Je trouve que ça peut être dangereux, un œil. C'est vite arrivé. Hein. Bon, très bien. Vous voyez? Et puis ça peut nous emmener dans le mur. Mais le drone, je trouve que c'est une bonne idée. Voilà. Reprenons le débat à la base. Allez-y, chérie. Qui sont les auteurs de rodéo? Ce sont des gens qui estiment que parmi les droits de l'homme, il y a celui d'emmerder le monde. De manière globale, de mettre la vie d'autrui en danger et de prendre la vie d'autrui. Yann a témoigné d'un cas particulièrement tragique qui n'est malheureusement pas un cas isolé. Contre ces gens-là, rien ne marche d'autre que la force. Vous ne pouvez pas essayer de discuter, vous ne pouvez pas essayer la pédagogie, c'est peine perdue. Donc, il reste une seule option, la méthode forte. Moi, je suis pour que tous les moyens soient utilisés. Le paintball et les drones, c'est un début. Pour moi, ce n'est pas une fin. Il faut y aller encore plus fort. J'ajoute une deuxième chose, c'est qu'il y a les comportements de ces voyous qui sont parfois des criminels. Mais il y a également autour d'eux quelque chose qui est presque aussi grave, c'est la complaisance dont ils font l'objet. Il y a même eu un film réalisé par une femme dont je ne veux pas citer le nom ici, qui glorifiait le rodéo urbain. C'est vraiment formidable, il faut les comprendre, c'est jeune, c'est formidable, c'est toute une culture. Non, ce n'est pas une culture. Ou alors si c'est une culture de la délinquance et une culture de mort. Donc je suis pour qu'on frappe très vite, très fort, pour éviter d'autres drames et surtout dire que, quelle que soit la forme de délinquance, il faut la combattre. Donc, combattre aussi ceux qui la glorifient. Cher Yann, le rodéo urbain, ça ne doit pas être votre truc. Hein. Disons que peut-être que j'en aurais fait si j'avais l'âge des personnes qui en font, parce que c'est bien tentant. C'est vrai que c'est tentant. Moi, j'en faisais avec un vélo. Donc, le danger était moindre à la fois pour moi et pour les autres. C'est vrai que c'est tentant. Quand on n'a rien dans le sifflet, qu'on ne sait pas quoi faire de la journée, et que tous les copains font la même chose, on a 13 ans et demi ou 14 ans, un petit rodéo, c'est tentant. Il faut voir cette dimension-là. En revanche, ce qui est inacceptable, c'est le nombre de morts que ça a pu faire depuis que ces festivités existent. Donc, vous allez dire, vous disiez tout à l'heure, ils mettent la sécurité des autres en péril, oui. Et à commencer par la leur. Mais la leur, je m'en fiche complètement, moi, de la leur. S'ils veulent être tétraplégiques jusqu'à la fin de leur jour parce qu'ils ont... Ils ne se rendent pas compte, ce sont des gamins. Non mais, aucune conscience de... Très bien. Oui, mais je n'ai pas beaucoup d'empathie pour les accidentés des rodéos. J'ai de l'empathie pour les victimes de ceux qui font du rodéo. Vous voyez, je ne vais pas mélanger les choses. L'empathie que j'aurais éventuellement pour un tétraplégique qui a fait du rodéo, je l'aurais en second lieu. Mais en premier lieu, je l'ai d'abord pour les enfants qui en sont morts. Et ce maire m'a l'air tout à fait honnête. Et j'ajoute que mon ami Serge Groix à Orléans avait une mesure qui marchait très bien. Il confisquait les motos. Simplement, vous n'avez pas le droit légalement de confisquer les motos. Il faut demander au procureur de la République. C'est un cheminement tel que je crois, je parle peut-être sans savoir, mais il me semble bien que Serge m'avait dit qu'il avait été obligé d'arrêter cette mesure parce qu'il n'avait pas la liberté de le faire. Ce n'était pas constitutionnel d'une certaine manière que de le faire. Donc en fait, les barrages administratifs pour prendre des sanctions ultra lourdes sont semés d'embûches. Aujourd'hui, je savonne beaucoup. Je mélange les... C'est l'émotion de Mireille Mathieu. C'est très ému. Oui, bien sûr. C'est Mireille. Et puis bon, ça fait partie de la vie. On est en direct. Et donc, voilà ce que je voulais dire. Oui, mais c'était super. Regardez les statistiques. Mais oui, je sais. Ça a presque doublé d'une année sur l'autre. Ouais. Donc, ça double les risques de tragédie, de blessures graves, de décès. Enfin, écoutez, je ne sais pas, on a affaire à un fléau qui est répandu par une bande de petits connards. Il faut sévir contre les petits connards. Point barre. Alors, supprimer la moto, je trouve que c'était très bien. C'est très bien. Terminer, supprimer la moto, ça se fait pas comme ça. Une municipalité n'a pas le droit de confisquer une moto comme ça. Écoutez ce que dit le directeur adjoint de la police municipale de Compiègne. Justement, il donne des détails sur l'utilisation du paintball.
L'idée, c'est d'utiliser en fait un fusil spécifique de type paintball. En fait, c'est une peinture indélébile, invisible à l'œil nu, qui peut après être retrouvée sur les auteurs pour qu'ils puissent être marqués lors des rodéos. Une utilisation qui pourrait s'avérer dangereuse. La problématique est là, donc après, il faudra voir les dommages que ça peut causer. Oui, peut-être un petit bleu, ou il faudra voir dans la réalité sur le terrain. S'il est validé, le dispositif va donc être soumis à des expérimentations. Le policier est même prêt à tester le paintball sur lui, s'il le faut. Voilà, bon, effectivement, moi j'ai un petit doute sur les paintballs, j'ai toujours peur qu'il y ait une dérive, effectivement, qu'il y ait un accident avec le paintball. Alors le problème, Pascal, c'est que c'est toujours le syndrome je préfère supprimer la moto. Hein. Du pauvre Malik Oussekine, qui était quelqu'un que tout le monde respecte et dont tout le monde regrette la mort, dans des conditions abjectes et inadmissibles. C'était des motos voltigeuses que le sinistre Charles Pasqua avait mis en œuvre de manière complètement disproportionnée, et ce pauvre Malik Oussekine était mort d'une manière gratuite et insupportable rue Monsieur le Prince en 1986 pendant les manifs étudiantes, et ça a fait une sorte de jurisprudence induite qui fait que on craint ce symptôme, ce syndrome sociétal, et que si il est tacite de dire que s'il y a un mort parmi les délinquants, alors c'est l'embrasement total et c'est la fin du gouvernement actuel. Et les hommes politiques vivent dans la terreur du syndrome Malik Oussekine. C'est exactement ça, effectivement. Enfin, le principe fondateur d'une société, c'est de protéger les plus faibles. Oui. Je regrette. Aussi. Le plus faible. Supprimer les motos. Trouver un système pour supprimer les motos. Tu prends les motos, tu les supprimes, c'est terminé. Et après, tu les vends en chair pour pouvoir, je sais pas, reverser aux policiers blessés et à leur famille. Voilà. Moi, j'ai fait le dossier là. Sauf qu'il y a un malentendu. Malik Oussekine, en aucun cas, n'était un délinquant. D'ailleurs, pas plus que les manifestants. Ce sont des gens qui manifestaient contre une loi. En aucun cas, ils avaient à recevoir des coups de matraque, ces étudiants. Mais à cause de ce syndrome Malik Oussekine, les délinquants, les vrais, ne peuvent pas être punis. Mais exactement, vous avez raison. Vous avez raison, il faut trouver des moyens de remettre ça en place. Autre sujet, alors c'est très... Ah bah, je vous ai communiqué ma Mireille Mathieuserie. Mince. Autre sujet qui va vous faire peut-être pas mal réagir chez vous. Il y a une restauratrice qui menace de publier les vidéos de ses clients qui sont partis sans payer. Elle a les visages, elle a les vidéos de ces personnes qui se lèvent de table après avoir pris un bon repas et ciao, paf, on ne paie pas l'addition. Sauf qu'évidemment, c'est parfaitement interdit par la loi. Elle menace de le faire. Regardez cette vidéo, on va en parler juste après, parce que vous êtes choqués. J'ai 4 personnes qu'ils avaient réservées et bon, ils ont commandé l'apéritif, les plats, voilà. Ils ont été plusieurs fois, fumés. Puis ensuite, au bout d'un moment, ma serveuse, elle vient me voir, elle dit, patronne, les assiettes sont encore sur la table et ils sont pas encore venus pour fumer. Donc je suis sortie dehors et là, je me suis aperçue qu'ils étaient partis. Alors j'avais dit que j'allais mettre leur visage sur les réseaux sociaux, mais malheureusement, je connais les lois et j'ai décidé j'attends jusqu'à jeudi soir et vendredi, j'irai porter plainte, je mettrai leur visage sur la clé USB, je le remettrai au commissariat. C'est la première fois que je les voyais, mais je ne pense pas qu'ils sont sur Cambrai. Parce que Cambrai, je suis quand même connue et je pense que j'aurais déjà eu des retours. Voilà, c'est des bêtises, Cambrai. Non, mais comment elle a eu la photo? Par une caméra? Non, c'est caméra, elle. Ouais, c'est caméra. Des caméras, effectivement, que l'on place maintenant dans les restaurants ou les magasins. 150 € quand même la note. C'était pas une petite note. C'est-à-dire que vous avez bien compris que c'était fait un banquet. C'est pas j'ai pris une salade. Ça s'appelle un resto basket, ça. Ça s'appelle un resto basket. Je l'ai fait une fois à Vienne en 1983. Et vous en voulez encore, j'espère. Je l'ai pas fait 2 fois. On s'est fait courser. Et 2-3 copains. Je peux vous dire que. Vous étiez jeune. Je l'ai plus jamais fait. J'avais 16 ans, 15 ans. Je l'ai plus jamais fait. Bah non. On s'est fait choper. On s'est fait choper en plus à un moment dans une rue où on était persuadé qu'on les avait semés. Ah oui, mais ils connaissaient mieux, des Italiens. Non, à Vienne, ils connaissaient mieux les rues de Vienne que nous. Oui. Ah bah oui, voilà, c'est ça. Alors, nous avons choisi, nous avons voté une restauratrice qui menace de diffuser la photo de ses clients partis sans payer. Est-ce que vous êtes choqués par ça? Démarche, attention. Eh bien, comme moi, je suis comme vous, Yann, je suis pas choquée. Pardon, je suis pas choquée. Moi, j'ai dit non, mais je n'ai pas choqué, moi. Mais vous êtes bleu. Ah bah, c'est une erreur. Vous êtes choqué. Ah bon? Je ne suis pas choqué. Moi, je ne suis pas choqué du tout. Ah bon? D'accord. Bon, alors, non, il y a une erreur. Moi, je ne suis pas choqué. Je vais vous dire en 2 mots pourquoi. Cette pratique de ne pas payer sa note au restaurant, ça, en termes juridiques, ça s'appelle une grivellerie. Bon. Joli petit mot. Un peu désuet, mais on aime bien. Oui, il y a presque un côté un peu mignonné. Poétique, mignon, alors que ce n'est ni poétique ni mignon. Ou en termes populaires, ça s'appelle en effet un resto basket, qui a un petit côté sympathique. Et en fait, c'est pas sympathique du tout. Parce que
sous des allures un peu anodines, c'est exactement la même chose, je parle de quitter un restaurant sans payer, que de voler quelque chose dans un magasin ou de voler le portefeuille de quelqu'un dans le métro. C'est absolument la même chose, sauf que dans l'imaginaire collectif, on n'a pas l'impression que c'est le même ordre de gravité. Donc je pense qu'il faut sévir contre cette autre race de petits connards. Remarquez, ils font peut-être les deux, des rodéos urbains et ensuite ils vont manger au restaurant sans payer leur note, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Oui. Et je pense qu'en effet, il faut en arriver là. C'est-à-dire non, mais ça, tout le monde ne peut pas diffuser. Après, avec l'intelligence artificielle, il va y avoir des dérives. Je suis pour faire. Obligé d'être, non, mais je suis pour que ça soit encadré par la loi. Oui. Je suis pour que la loi se penche sur le sujet et trouve un moyen, en effet, d'éviter les possibles excès. Mais là aussi, c'est un fléau. Écoutez, vous volez le travail des gens. Je regrette. Vous volez des gens qui, en plus, il y a quelque chose de très chaleureux, de très sympathique dans le fait de cuisiner pour des gens, même si c'est contre rétribution. C'est pas comme un magasin. Non, c'est ça. Donc là, je trouve que c'est particulièrement odieux. Donc, je pense qu'il faut sévir, et là aussi, vite et fort. Ouais. Si vous volez une toile dans une grande surface, une toile blanche, ça va, mais si vous volez... Pourquoi ça va, le pauvre fabricant de toile? Non, mais ça va, mais si vous volez la même toile peinte par un artiste... Ah oui. C'est pas la même chose. Et là, en fait, il y a un truc qui est inouï dans les restaurants, les mecs qui font ça, c'est que ils voient bien, ils savent qu'ils vont le faire. Oui. Ils le savent à l'avance. Donc, la dame les sert, bonjour madame, etc. Ils savent, en fait, ils côtoient leurs victimes pendant toute la durée du repas. L'entrée, l'apéritif, l'entrée, le plat de résistance, peut-être même le dessert, le café. Il y a un échange d'amabilité. Ils ont le vice dans le cerveau depuis le début du repas. Oui. Et donc, il y a cette pauvre dame qui est en fait une Spunz, en fait, qui va se faire avoir par des types qui, une fois sustentés, vont essayer de perdre les quelques calories qu'ils ont obtenues dans le restaurant à grands coups de fourchette en faisant la course, une course effrénée, mais pour rien, parce que personne ne leur court après. Ouais. Et regardez cette restauratrice, justement, elle n'a pas la langue dans sa poche et elle prend des mesures quand elle se fait flouer parce qu'elle n'en est pas à son coup d'essai. Elle avait déjà tenté le coup. Cette tactique, elle l'avait utilisée au printemps dernier. Et ça avait marché. Ça avait marché. Mais oui, mais ils étaient de Cambrai, donc on les avait reconnus. Ça m'est arrivé il y a 6 mois, 2 personnes aussi sont parties fumer, sont jamais revenues. Donc là, je l'avais mis, mes amis m'ont dit, mets-le sur Facebook, t'inquiète pas. Donc je l'ai mis sur Facebook et le soir même, les 2 personnes, ils sont venus payer pour s'excuser. Parce qu'ils se sont connus, ils étaient sur Cambrai. C'était des gens connus. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont téléphoné. Voilà, et c'est un peu ça la différence, c'est que là, c'était des personnes de Cambrai, donc de la ville, où cette restauratrice a son établissement, mais là, semble-t-il, ce n'était pas des personnes de Cambrai. Non, mais alors dans le cas de... L'opprobre ne pèse pas sur... Dans le cas de ceux qui étaient de Cambrai, c'est vraiment des génies du crime, les types. Oui. C'est vraiment des cerveaux supérieurs, quoi, vraiment. Oui. J'aimerais bien savoir le profil des gens qui font ça, parce que moi, j'habite près des Champs-Élysées, il y a une grande surface, et il y a des caméras. Et un jour, j'ai demandé à un type qui travaille là-bas, qui étaient les voleurs, parce qu'il les voit, hein. Et il me dit, écoutez, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est souvent des gens qui ont les moyens, qui habitent dans le 8e depuis très longtemps, classe d'âge plus, catégorie socio-professionnelle plus, et ils piquent. Ah oui, des petites choses, quoi, un paquet de gâteaux. Beaucoup plus que les mecs à capuche et à basket, si vous voyez ce que je veux dire. Ils piquent. Ça m'étonne pas du tout. Dans le 8e où je suis, là, ce sont surtout les catégories SP+, qui volent. D'accord, ok, mais quoi, pas des grosses choses, mais c'est parce qu'ils s'ennuient un peu dans la ville, là, dans le 8e mais c'est intéressant. Non, mais c'est intéressant. Non, c'est ça, ils s'ennuient dans la ville, donc ils essaient de mettre un peu de piment. Mais à Cambrai, c'est peut-être la même chose, parce que des gens qui reviennent s'excuser, c'est peut-être ce profil-là. Dans le 8e arrondissement, si vous vous ennuyez, vous pouvez aller voir une expo au Grand Palais, au Petit Palais. Il n'y a pas le frisson. Visiter l'Arc de Triomphe. Et puis une autre chose, c'est que ces gens-là, ils ne sont pas complètement stupides, enfin si en partie, mais pas complètement. Ils s'attaquent à des cibles faciles. Essayez de tirer une paire de baskets dans un magasin. Vous allez voir d'abord la taille des vigiles. Ça ne va pas le faire. Non, c'est pas la même chose que cette petite dame-là. Que quelqu'un du public essaye de vous piquer un truc de votre poche en présence de Mokhtar. Ah oui, Mokhtar, il est où, Mokhtar? Voilà, par exemple. Il est derrière. J'adore. Les mecs de Cambrai, on ne va pas les voir ici, parce que Mokhtar a un côté dissuasif. Voilà, exactement, vous avez raison. Merci beaucoup de nous avoir suivis tout de suite. C'est Cyril Hanouna, à lundi, bon week-end.